Bonjour et bienvenue dans vos 90 minutes info en ce samedi. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 17h. Premier jour du printemps qui aurait dû rimer avec confinement. Mais aujourd'hui, c'est attestation qui rime avec contestation. La preuve, le gouvernement s'apprête à faire marche arrière sur les nouvelles attestations que vous pouviez télécharger. Eh bien, tout le monde s'en est aperçu. Trop long, trop compliqué, pas suffisamment lisible et visible. Et bien donc, finalement, on va revenir sur tout ça. Résultat, le gouvernement envisage de nous simplifier l'existence. Une seule pièce d'identité ou un justificatif de domicile vous sera désormais possible, avec même 2 nouvelles attestations. On en parle avec Élodie Huchard dans quelques secondes pour éclaircir tout ça, parce que c'est quand même à nouveau très confus. Nous parlerons aussi de la campagne de vaccination, l'AstraZeneca recommandée aux plus de 55 ans, la saturation dans les hôpitaux, bien sûr, le personnel épuisé, le manque de lits et nos invités que je vous présente dans quelques secondes. Mais d'abord, donc, cette attestation que vous avez vraisemblablement due au cours des dernières heures ou téléchargée ou imprimée. 2 pages, c'est énormément compliqué, c'est long à lire, c'est peu lisible finalement. Et finalement, eh bien, le gouvernement va faire marche arrière. Et on est parti ce matin vous demander votre opinion à vous sur ces nouvelles attestations. Je comprends mal l'utilité de s'auto-attribuer le droit de sortir. J'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on passe d'un état de couvre-feu à un état de confinement avec plus de possibilités de sortir et une gamme plus large de possibilités, donc j'ai du mal à comprendre. D'ailleurs, il y a plus de choix qu'avant et du coup ça nous laisse beaucoup plus de liberté de sortir. Moi, ce que j'ai compris de ce confinement, c'est que c'est un confinement régional principalement. C'est un peu un demi-confinement, mais je suis le premier à en être satisfait. Elle est vachement moins simplifiée que par le passé. Après, j'ai l'impression qu'ils essaient d'englober le maximum de gens. Voilà, avis très partagé, répondant aux questions de Maxime de la Houplière. On peut dire, sans risque de se tromper, nous, en tous les cas, Élodie Huchard, le gouvernement fait bien marche arrière là-dessus. Oui, parce que du coup, cette attestation dont on parlait dans ce reportage n'a donc pas tenu une demi-journée. Vous l'avez dit, Thierry, il y a eu beaucoup de polémiques autour de sa complexité. 2 pages d'attestation, 15 motifs dérogatoires au déplacement, avec notamment un motif, la possibilité de se balader dans un rayon de 10 km autour de chez soi, sans limite de temps. Mais il fallait quand même faire une attestation pour s'autoriser à sortir. Gérald Darmanin lui-même avait demandé au préfet aujourd'hui de faire preuve de pédagogie, tant il comprenait que finalement les gens n'allaient peut-être pas appliquer les règles tout simplement parce qu'ils ne les comprenaient pas. Donc bonne nouvelle, normalement maintenant l'attestation va être supprimée en journée. Il existe encore évidemment des exceptions, pas question de se balader librement pour autant. Donc si vous avez un justificatif de domicile et que vous vous baladez dans un rayon de 10 km autour de chez vous, le justificatif de domicile maintenant devient votre attestation. Plus besoin de papier supplémentaire. En revanche, attention, si vous n'êtes pas confiné chez vous ou si vous n'avez pas de justificatif de domicile, il faut télécharger l'attestation. Si vous êtes au-delà des 10 km, il faut également une attestation. Et rappelons-le aussi, on est encore sous le régime du couvre-feu, donc il faut une attestation aussi le soir. Donc finalement, pour simplifier tout ça, Matignon annonce que dans les prochaines heures vont être mis en ligne 2 nouvelles attestations. Une qui s'appliquera à l'intégralité du territoire national pour le couvre-feu et une qui s'appliquera pour les 16 départements qui sont concernés par ce régime de confinement, dira-t-on. Donc on le voit même dans la simplification, c'est pas encore extrêmement simple et on peut encore se perdre un petit peu avec les papiers. Eh bien voilà en tous les cas qui est clair. Confinement, reconfinement, chacun a finalement son vocabulaire. Freinage massif également, chacun son vocabulaire pour justifier la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, le mot confinement ou reconfinement? Là encore, nous sommes allés à votre rencontre et donc on vous écoute. C'est un peu nouveau, donc non, je ne me sens pas confinée. Pouvoir regagner 1 heure le soir, c'est vraiment un avantage. Non, on ne se sent pas très confiné. C'est un confinement qui ne devrait pas porter le nom de confinement. Je pense que le gouvernement a voulu faire quelque chose pour faire quelque chose. Non, pas vraiment, étant donné qu'on a 10 km. C'est vrai qu'en Ile-de-France, du coup, 10 km, ça permet de faire pas mal de choses. Non, dans le sens où il y a pas mal de gens à l'extérieur. Dans les parcs, ça profite et c'est toujours la même chose. Anne-Laure Blin, bonjour, vous êtes députée Les Républicains du Maine-et-Loire, circonscription de Saumur très exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'abord, de tout ça? Tenez, la dernière information qui nous est parvenue en début d'après-midi, le gouvernement qui fait marche arrière sur les attestations que nous avions déjà sur nous, d'ailleurs.
Alors effectivement, c'est l'illustration typique de la technocratie à la française. Alors moi, j'ai cet avantage que dans le Maine-et-Loire, chez moi, on n'est pas confiné. Donc on reste simplement sous le régime du couvre-feu et finalement, on a gagné 1 heure. Donc maintenant, le couvre-feu est à 19h. Après, sur ces histoires d'attestation, effectivement, on voit bien encore que la bureaucratie ne sait pas simplifier les choses et ne sait pas s'adapter aux réalités du terrain. Voilà, les images que l'on a vues cette semaine du déplacement du président de la République à Montauban nous fait bondir, nous en région, parce que moi, dans ma circonscription rurale de l'Anjou, on ne comprend pas ces mesures, alors que, très sincèrement, dans nos villages, nous n'avons absolument pas de mouvement de foule, nous n'avons pas besoin d'avoir des règles qui soient nationalisées et qui nous soient imposées, alors même qu'on est en dehors d'une agglomération, et notamment l'agglomération d'Angers. Donc là, ce que je retiens aussi, comme certaines personnes l'ont dit dans votre reportage, c'est qu'on est effectivement maintenant sur une adaptation territoriale. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, puisqu'on tient compte véritablement des réalités région par région. C'est ce que nous demandions depuis très longtemps, qu'il y ait la restauration d'un dialogue entre les élus, les préfets, sur chacun des territoires pour véritablement appréhender et organiser au mieux la gestion de cette épidémie. Simplement, effectivement, il faut véritablement simplifier les choses, parce que pour que véritablement des mesures soient appliquées, il faut qu'elles soient comprises, et tant qu'elles ne sont pas comprises, elles ne peuvent pas être clairement appliquées. Et si on regardait tous ensemble le sondage, regardez ce chiffre de ce sondage en ce samedi après-midi sur justement les nouvelles restrictions qui concernent les 16 départements, 8 départements franciliens, 5 départements des Hauts-de-France, je le rappelle, et puis de la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Regardez, 56% des Français n'approuveraient pas un confinement total durant 4 semaines. 56% des Français. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme parce que le confinement, malheureusement, n'a pas véritablement prouvé ses effets bénéfiques, parce qu'on est toujours dans des effets de yo-yo. Donc, je crois que vraiment, le confinement ne doit pas être la mesure finale qu'il faut adapter, mais au contraire, il faut à la fois renforcer les dépistages et à la fois renforcer la vaccination. Nous en parlerons, mais notamment sur l'aspect dépistage. Moi, j'ai interpellé cette semaine le ministre de la Santé sur la question des autotests. Sincèrement, sur le terrain, auprès de nos professionnels de santé, nos pharmaciens, nos médecins, nos infirmiers, on ne comprend pas pourquoi chaque Français ne peut pas se tester lui-même pour vérifier qu'il a ou pas le Covid. C'est fait dans un certain nombre de pays européens, ça pourrait être très bien mis en place en France. Or, depuis juillet, nous avons interdiction d'acheter ou de vendre ces autotests. La Haute Autorité de Santé a émis un avis plutôt positif, mais on voit que ça ne démarre absolument pas. Et ça pourrait déjà être un premier moyen, même si effectivement la fiabilité serait inférieure à un test PCR, mais au moins de détecter dans un premier temps si nous avons contracté le Covid, pour se réguler nous-mêmes, éventuellement s'auto-confiner nous-mêmes, et pour permettre justement d'avoir une adaptation au plus près de la réalité du terrain. Alors, deuxième invité de ce samedi après-midi, Pierre Talamon. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. On va parler des commerces parce que la liste s'est allongée également hier soir. Outre les disquaires et les coiffeurs, peuvent maintenant rester ouverts au cours des prochaines semaines. Les fleuristes, les jardineries, les cordonniers, etc. Mais pas les commerces qu'on juge non essentiels. Et donc, tous ceux qui concernent l'habillement. Je suppose que ça soulève et que ça soulèvera encore plusieurs semaines de colère, Monsieur Talamon. Oui, alors une première chose, je ne suis pas président de la Fédération nationale de l'habillement, je suis membre du bureau. Pour répondre à votre question, on ne comprend pas vraiment, si vous voulez, la fermeture des commerces de mode, de prêt-à-porter et aussi de décoration d'ailleurs, alors que les librairies, les disquaires, les chocolatiers, les coiffeurs, les fleurs, le bricolage sont ouverts. Nous sommes ce que je veux dire, c'est que nous sommes des acteurs économiques responsables. Nous savons nous mettre aussi à la place du gouvernement. Nous voulons simplement aussi que le gouvernement se mette à notre place. S'il a voulu transformer ce confinement en un confinement au dehors, c'est qu'il a voulu limiter les interactions sociales à l'intérieur, au dedans. Si vous voulez, nous, en tant que
alors créateurs de mode ou détaillants multimarques ou franchisés, puisque la Fédération nationale de l'habillement regroupe beaucoup de typologies de commerce différentes. Nous respectons un protocole sanitaire et nous le faisons scrupuleusement. Sur des boutiques de 60 mètres carrés, 100 mètres carrés, vous comprenez qu'il n'y a aucun risque de contamination. Alors, voilà. Monsieur Talamon, aujourd'hui, nous sommes surpris et si cette décision reste actée, nous aimerions alors que les aides et que le fonds de solidarité soient renforcés aussi brutalement que l'annonce nous a été faite, puisque je vous rappelle, notre profession travaille en amont, travaille sur des collections 6 mois à l'avance. Il y a des stocks, il y a une question de stock, contrairement aux restaurants qui fermés ont pu bénéficier d'aides significatives. Nous, on a en plus de ça des stocks qui représentent parfois entre 100 000 et 400 000 euros sur un point de vente. Alors, Monsieur Talamon, vous allez bien rester avec nous encore quelques secondes. On va écouter le maire de hier dans l'Essonne, banlieue sud de Paris, qui, lui, a décidé de laisser ouvrir aujourd'hui tous les commerces de sa commune. Écoutez-le. J'ai pris cet arrêté pour des raisons de bon sens, voilà. Parce que je ne comprends pas, et d'ailleurs personne ne peut m'expliquer, en quoi il y aurait plus de risques à aller faire ses courses chez le chausseur, chez le marchand de vêtements ou chez le bijoutier. Il n'y a aucune raison sanitaire, aucune raison technique qui justifie ça. Voilà. Donc moi j'ai pris un arrêté qui permet à chacun de mes commerçants, sans distinction de mode de commerce, de rester ouvert à partir du moment où ils respectent les règles sanitaires. Alors, on va rester à hier, justement, et on va y rejoindre tout de suite Özlem Ünal, qui est sur place avec Florian Paume, et vous avez à vos côtés une invitée, Özlem. Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez dit, qui dit confinement dit fermeture des commerces jugés non essentiels. On l'a vu, magasins de vêtements, de chaussures, de bijoux. Mais, on vient de l'entendre à l'instant, le maire de hier en a décidé autrement. Aujourd'hui, tous les commerces de sa ville sont ouverts. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce magasin de vêtements, par exemple, reste ouvert ce week-end pour le plus grand bonheur des commerçants. Justement, je vais vous présenter Vanina Makarov, donc, qui tient ce magasin de vêtements. Bonjour Vanina. Alors on vous a vu ce matin, vous discutiez avec le maire et d'ailleurs vous ne faisiez pas que discuter, vous l'avez vivement remercié. Ah oui, franchement, si tous les maires étaient comme lui, il y aurait beaucoup plus de villes qui s'en sortiraient. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir ouvert. Et j'ai beaucoup de clientes qui sont très ravies pour le moral. Enfin, il y en a beaucoup qui ont vu dans le Parisien ce matin que les commerces d'hier étaient ouverts. J'ai des clientes de Fontainebleau qui sont venues, d'Ablon, vraiment des villes très loin. Je remercie vraiment monsieur le maire, il fait tout pour sa ville, c'est vraiment très bien. Et vous nous aviez montré ce matin votre stock, c'est-à-dire que si vous aviez dû fermer ce week-end, ça aurait été très difficile pour vous. Montrez-nous. J'espère que ça va changer, qu'ils vont nous laisser ouverts. Parce que par exemple, hier, j'ai reçu exactement 90 pantalons de la nouvelle collection. C'est tout ce qui se retrouve à table. On n'a même pas eu le temps encore de les mettre en rayon parce qu'il y a énormément de monde hier, parce que tout le monde croyait qu'on allait fermer. Et ça, c'est des collections qu'on commande 1 an en avance. Il y a des pulls, par exemple, que là, on va vendre ce mois-ci. Si on ferme pendant 4 semaines, voire 6 semaines, c'est des pulls qu'on ne vendra plus parce qu'après, il va faire beau et c'est d'autres pièces qu'on vend. Donc, c'est catastrophique. Et je voulais vous parler du confinement, enfin du couvre-feu de 18h, qui pour moi est un réel problème parce que ça ramène toutes les clientes à la même heure. Qu'est-ce qui s'est passé, vous? Le samedi, c'était catastrophique. Il y avait du monde vraiment du matin au soir, en sachant qu'on ouvrait 1 heure en avance pour rattraper l'heure du soir. Très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour aujourd'hui du coup. Voilà, on ajoutera que le maire de hier nous a dit qu'il n'était pas dans l'illégalité et que son arrêté, il faudrait que, tant qu'il n'a pas été jugé devant le tribunal, eh bien, pour lui, ça reste une victoire. Ça permet, vous venez de l'entendre, aux commerçants ici, eh bien, de respirer. Les Munal avec Florian Paume hier dans le département de l'Essonne. Je vous laisse 25 secondes pour réagir, Monsieur Talamon, sur cette initiative. Écoutez, moi, à titre personnel, je suis respectueux d'une décision gouvernementale. Et je pense que la Fédération nationale de l'habillement, qui discute de près avec Monsieur le ministre Alain Griset, sera d'accord avec moi. À partir du moment où des décisions sont prises, on les respecte, mais on ouvre la discussion et très rapidement.
et ensuite on met sur la table les aides qui sont possibles et éventuellement les choses qui font changer. Et s'il faut faire marche arrière, comme pour les attestations qui étaient illisibles, eh ben on fait marche arrière. Mais on le fait avec les règles républicaines. Merci beaucoup, Monsieur Talamon, d'avoir été avec nous en ce samedi après-midi sur CNews. La vaccination, le Premier ministre nous avait prévenu, voire promis, il l'a fait. Il s'est fait vacciner hier après-midi à l'hôpital Bégin dans le Val-de-Marne. Il était 14h50 très exactement lorsque Jean Castex a relevé sa manche pour tendre son bras gauche à une infirmière. Vous le voyez ici, et ça n'a pas duré longtemps. J'ai absolument rien senti, a dit le Premier ministre. Et pourtant, a dit-il, je suis un petit peu douillet. Donc voilà, il s'est fait vacciner pour tenter de nous rassurer sur le vaccin AstraZeneca. François Chaste, bonjour. Professeur François Chaste, vous êtes président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie. Et puis Thierry Amouroux, bonjour, merci également d'être là. Vous êtes porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Avez-vous été vacciné, monsieur Chaste? Oui. Deuxième injection le 9 février. Oui. Tout va bien. Pfizer? Pfizer, puisque à l'époque, on n'avait pas le choix. Il n'y avait que ce vaccin qui était disponible, en particulier pour les professionnels de santé, malheureusement de plus de 50 ans. Monsieur Amouroux, vous? Pas encore, parce que j'ai eu le Covid, comme 70 000 hospitaliers et 55 000 soignants en EHPAD et en IME. Et les consignes de la Haute Autorité de Santé sont d'attendre 6 mois entre l'infection et l'injection, et nous n'aurons qu'une seule injection. Et nous avons une bonne nouvelle depuis vendredi, on a enfin obtenu que les soignants puissent être vaccinés par Pfizer. Alors c'est peut-être un euphémisme, en tous les cas il y a un gros doute, une défiance dans le pays vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. Vous, François Chaste, vous dites que ce vaccin-là est aussi fiable que le vaccin Pfizer, alors que vous, Monsieur Amouroux, vous avez une réticence sur ce vaccin-là, hein? Bien, c'est pas simplement moi, c'est beaucoup de soignants ont déploré ce qui leur était destiné. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la Haute Autorité de Santé n'avait pas prévu de vacciner les soignants avant fin février. Oui. Puis, dans un second temps, il y a eu la possibilité pour les soignants de plus de 55 ans de se faire vacciner par Pfizer. Puis, quand AstraZeneca est arrivé, on a dit, quel que soit l'âge, c'est AstraZeneca pour tous. Or, le problème, nous, on est plus sur l'efficacité, à savoir que selon les données fabricants, AstraZeneca était donné à 70% par les études d'origine, alors que les 2 autres vaccins autorisés en France étaient à 94%. Ensuite, il y a le problème du variant sud-africain, qui n'est pas une possibilité théorique, vu qu'en Moselle, ce variant sud-africain est majoritaire. Eh bien, dire aux soignants de Moselle, on va vous vacciner avec AstraZeneca, qui a été arrêté en Afrique du Sud parce qu'il n'était efficace qu'à 22% sur le variant sud-africain, vous comprenez qu'il y avait un problème, et c'est pour ça qu'il y avait un peu de réticence du côté des soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers ou aides-soignants. Votre avis, bien sûr, professeur Chaste, c'est dans quelques secondes. Vous restez avec nous, le temps de vous rafraîchir quelque peu, de se détendre, et puis on revient vers vous très très vite. À tout de suite. Merci. 24 ans que l'équipe de France attendait un successeur à Luc Alphand, dernier vainqueur du Gros Globe de Cristal. Alexis Pinturault succède le jour de ses 30 ans aux 2 plus illustres skieurs français de l'histoire, avec la manière, en s'imposant lors du géant de Lenzerheide. Énorme bravo à Alexis Pinturault, qui lui a comme objectif depuis un petit moment de remporter ce Gros Globe, et il a été solide. Quel champion, voilà, Alexis Pinturault, c'est le plus beau palmarès donc, du ski français à l'heure actuelle. Et puis il est juste impressionnant, solide. Solide, il l'est depuis 2014. Progressivement, le skieur de Courchevel s'est construit un palmarès de champion. Il ne lui manquait plus qu'à terminer le travail, ce qu'il n'avait pu faire l'an passé en raison de la pandémie. Cette année, après un excellent début de saison, les doutes sont apparus au pire moment, après un week-end manqué la semaine passée en Slovénie. Il n'avait plus le choix, donc c'est peut-être un mal pour un bien ce qui était arrivé à Kranjska. Peut-être que ça l'a détendu aussi. Et puis à Kranjska, il a eu besoin de vider son sac après le slalom, c'était assez difficile. Et je pense que ça lui a fait du bien de se purger un petit peu et d'arriver différemment ici. Grâce à son expérience, Alexis Pinturault a parachevé cette saison en beauté, en écrasant la première manche et sous pression, en étant d'une solidité sans faille dans la seconde. Une 34e victoire qui met fin aux espoirs de retour de son principal concurrent Marco Odermatt, seulement 11e, et qui lui permet également de remporter le classement du géant.
16h, pile, on ne peut pas être plus ponctuel. 90 minutes info, vous êtes donc avec nous au moins jusqu'à 17h. La nouvelle attestation, effectivement, que vous avez vraisemblablement téléchargée ou imprimée d'ailleurs, si vous faites partie, bien sûr, si vous habitez dans l'un des 16 départements concernés par les nouvelles restrictions. Eh bien, sachez que cette nouvelle attestation très complexe, très compliquée à lire, peu lisible en quelque sorte, sera bientôt obsolète. Car, Élodie Huchard, le gouvernement pense déjà, réfléchit déjà à une nouvelle attestation, voire même à sa suppression. Oui, cette nouvelle attestation n'aura donc pas tenu plus d'une demi-journée. En cause, sa complexité. 2 pages d'attestation, 15 motifs pour pouvoir se déplacer, avec notamment ce fameux motif où on pouvait se balader dans un rayon de 10 km sans limite de temps. Donc pourquoi avoir besoin d'une attestation? Le gouvernement donc s'est rendu compte qu'à être trop complexe, finalement, ces nouvelles mesures allaient peut-être ne pas être respectées. Donc finalement, maintenant, un justificatif de domicile suffira pour sortir dans un rayon de 10 km autour de chez soi. En revanche, attention, des attestations seront encore nécessaires dans un certain nombre de cas. Premièrement, si on n'est pas en mesure de présenter un justificatif de domicile ou bien si on n'est pas confiné chez soi. Ensuite, si on va dans un rayon plus loin que les 10 km ou encore au moment du couvre-feu, c'est-à-dire entre 19h et 6h. Donc Matignon nous informe que d'ici quelques heures, une attestation sera mise en place, même 2 attestations. Une première qui sera disponible pour tout le territoire national, valable pour le couvre-feu, et une deuxième uniquement pour les 16 départements confinés pour les déplacements en journée. Élodie Huchard, merci. Jean-François Mbaye, bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne, circonscription de Choisy-Créteil, c'est bien cela? Et Orly. Quelle confusion dans la communication en général du gouvernement et dans la mise en pratique, notamment de cette nouvelle attestation. Vous vous rendez compte? D'abord, je dois dire c'est compliqué d'y voir clair, décidément, vraiment. Je dois dire que être dans une situation sanitaire telle que l'on est, prendre des décisions, c'est toujours compliqué. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai qu'avec cette mesure qui n'est pas un confinement, ou ces mesures qui n'est pas un confinement au sens strict du terme, comme on l'a pu vivre dans les 2 épisodes précédents, on en arrive, et il faut faire attention à ne pas surcharger notre police. Parce que c'est de ça dont il est question. Vous parlez de l'attestation. Aujourd'hui, les policiers devront à la fois faire de la pédagogie, être scrupuleux dans comment ils vont contrôler ces attestations et pouvoir délimiter si on est hors des 10 km, dans le rayon des 10 km, quel est le motif, etc. etc. Mais ma question, en quelque sorte, c'est pourquoi ne pas avoir fait plus simple, plus vite, donc tout de suite? Pourquoi? Écoutez, ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est aux décideurs et au gouvernement de répondre à cette question-là. En tout cas, moi, j'ai eu encore ce matin la préfecture de mon département. Et ce matin, déjà, ils m'indiquaient qu'ils avaient réfléchi à cette possibilité d'abandonner cette attestation et de revenir sur un justificatif de domicile. Mais j'attire aussi l'attention sur le justificatif de domicile. Bien souvent, et je pense qu'on est nombreux, on est 4 autour de cette table, moi, le premier, sur ma pièce d'identité, ne figure pas l'adresse exacte où je vis aujourd'hui. Donc il faut faire attention à ça aussi. Évidemment. Et savoir avoir un petit peu plus de souplesse. Peut-être que c'est un mécanisme, un dispositif qui mérite encore d'être revu ou en tout cas d'être discuté. Effectivement, si la bonne adresse ne figure pas sur la carte d'identité, le justificatif de domicile sera alors obligatoire à présenter. On parle de justificatif d'identité. Bon, on a les justificatifs d'identité. Moi, je vis dans un territoire où il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, ils sortent avec quoi? Avec leur passe Navigo, avec leur carte d'étudiant ou leur carte de lycéen. Ce qu'il faut, c'est l'adresse. Ce qu'il faut, c'est l'adresse. Le bon nom, la bonne adresse. Voilà. Anne-Laure Blin, là-dessus. Oui, moi, ça me fait un peu réagir ce que dit mon collègue, parce que effectivement, il illustre bien le total isolement en fait du gouvernement dans la gestion de cette crise depuis 1 an. Parce que là, tout ce flou qui existe autour de cette attestation, donc pour les départements confinés, hein, encore une fois, moi, dans mon département, nous ne le sommes pas, donc effectivement, nous ne sommes pas concernés par cette attestation, mais on voit bien que le gouvernement ne sait pas prendre des conseils finalement des parlementaires, des personnes qui l'entourent, mais gère cette crise de manière bureaucratique, technocratique, crée un flou total, une illisibilité totale sur les mesures qui sont prises, et donc les Français sont complètement perdus. C'est ça où ce qui est dangereux, c'est que aujourd'hui on est à 1 an de gestion de cette crise et on continue à naviguer à vue.
Et le gouvernement ne tire pas les enseignements de ce qu'il n'a pas correctement fait depuis la gestion de cette crise en janvier 2020. Donc nous, parlementaires, et nous l'avons réclamé au groupe Les Républicains, nous demandons que le gouvernement s'associe beaucoup plus aux élus locaux, aux parlementaires, majorité, mais aussi d'opposition, parce que nous pourrons gagner cette bataille contre le Covid uniquement si nous sommes rassemblés. Je voulais juste réagir sur les propos de ma collègue. Il y a deux choses à nuancer, chers collègues. On ne peut pas dire que le gouvernement aujourd'hui ne s'est pas appuyé sur une concertation large des élus. Et je dois dire d'ailleurs que nous n'avons pas, nous, dans le département du Val-de-Marne, par exemple, attendu à ce que la commande gouvernementale dicte le fait que l'on puisse concerter les élus. Nous avons, dès le départ, mis un mécanisme de concertation avec la préfecture, avec les services de la préfecture, sur le sujet global de l'acceptation des mesures pendant la crise sanitaire. Les mesures qui ont été annoncées en Île-de-France, moi je suis désolé, le gouvernement a très tôt demandé à ce que la concertation se fasse quand vous avez les députés qui sont... C'est la première fois d'ailleurs que certains députés me disaient qu'ils avaient été appelés par leur préfecture. Donc forcément, la concertation, elle est là. Maintenant, dans l'application de ces mesures, cette attestation, si on doit consulter chaque parlementaire pour savoir quel type d'attestation il faut par type de territoire, je peux vous dire qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore mis l'attestation en place. Alors, on va partir en Normandie, on va partir en Seine-Maritime, l'un des 16 départements concernés par les nouvelles restrictions. Pourquoi ce département ? Parce que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et actuel maire du Havre, s'exprime aujourd'hui pour s'étonner de ces mesures de restrictions prises dans son département de la Seine-Maritime. On l'écoute. Ces mesures ne sont pas, je crois, justifié par l'état actuel de la situation sanitaire. Au Havre, aujourd'hui, le vendredi 19 mars, le taux d'incidence du Covid-19 est de 188 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire moins que la limite de 250 cas qui constitue le seuil d'alerte maximale et nettement moins que la limite de 400 cas pour 100 000 habitants qui constitue le seuil à partir duquel le Premier ministre avait indiqué qu'on pouvait envisager un confinement. La pression sur les services de santé, notamment sur les services de réanimation de l'hôpital, est certes ancienne, durable, pesante, mais elle n'est pas, là encore, au jour où nous parlons, où je parle, insupportable. Alors, professeur Chasse, c'est vrai qu'il est difficile à comprendre. Pour un même département, on n'a pas forcément, les mêmes restrictions pour les deux villes, oui, Rouen et Le Havre, mais on peut comprendre cette réaction d'Édouard Philippe au Havre. Alors que Rouen, le taux d'incidence est différent. Je ne veux pas commenter les décisions simplement par simplicité. Il est plus aisé de définir une politique pour un département que pour une commune. Il n'y a qu'une centaine de départements en France, il y a 36 000 communes. S'il fallait pour chaque commune définir un mode de régulation des mouvements, des ouvertures de magasins, etc., on serait dans la pire des difficultés. Il y aurait là un vrai cafouillage. La grande difficulté depuis le début de cette pandémie, c'est qu'on est dans la situation où le capitaine d'un bateau dans la tempête n'aurait ni gouvernail ni boussole. Et donc c'est très difficile de prendre des décisions qui donnent le sentiment d'une route déterminée, organisée et dirigée. En l'occurrence, les pouvoirs publics et nous-mêmes dans les hôpitaux, nous sommes obligés de nous organiser en fonction de ce qui se passe, de l'épidémiologie, des gens qui viennent aux urgences, des nouveaux cas, des variants. Et donc tout ça est beaucoup plus difficile que la théorie politicienne. Donc je ne veux pas rentrer dans ce discours de juger, de ne pas juger. C'est difficile. En tout cas, pour ce qui concerne la vaccination, nous sommes tous d'accord. Plus il y aura de Français vaccinés, moins l'épidémie durera. Et donc il faut maintenant avoir une politique de vaccination massive, extensive, qui nous permette d'avoir, pour le 1er juillet, 40 millions d'adultes vaccinés. Yves Buisson, bonjour. Vous êtes épidémiologiste. Merci également à vous d'être là. Vous êtes le président du groupe Covid-19, Académie nationale de médecine. Que pensez-vous, vous, de ces nouvelles restrictions territorialisées, comme les a présentées Emmanuel Macron ? Je pense qu'elles sont extrêmement compliquées parce que, personnellement... À mettre en place ou à comprendre ? Je n'ai pas tout compris. Voilà. À comprendre.
et que les personnes que j'ai interrogées autour de moi, ne serait-ce que les commerçants que je vois aujourd'hui, hier, n'y comprennent rien. Donc c'est vrai que l'art est difficile. Hein. Le gouvernement se trouve dans une situation extrêmement compliquée depuis 1 an. Et là, on sent venir depuis 1 mois la nécessité de redurcir les conditions, voire aller vers un confinement. Maintenant, il y a un moment où il faut prendre des décisions. Je suis ancien militaire. Pour moi, dans l'armée, quand on donne un ordre, ça doit être clair, net, précis, compréhensible pour pouvoir être obéi. Et là, on a tout ça. On n'a rien de tout ça. Hein. On a des allers-retours, des tergiversations, et puis surtout de l'incompréhension. Nous, on veut bien faire ce qu'il faut. Enfin, je crois que la population française n'est pas idiote. Hein. Et les gens veulent bien faire ce qu'il faut pour arrêter cette épidémie, pour en sortir. Mais qu'au moins, on ait des directives compréhensible d'abord, parce que si on ne comprend pas où on veut en venir, eh bien personne ne va faire ce qu'il faut. Hein. Donc je crois que c'est une question de communication qui, encore une fois, doit être pointée du doigt. Johanna Rosenblum nous attend dans quelques instants. Merci d'être là. Vous êtes psychologue et clinicienne. Merci. Merci, bonjour. Merci d'être là ce samedi après-midi. On va regarder ensemble ce sondage. Regardons ensemble ce sondage de ce samedi après-midi avec les chiffres. 56% des Français n'approuveraient pas un confinement total durant 4 semaines. Alors, on a fait appel à vous, Johanna Rosenblum, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'une grande partie du pays, commerce ouvert ou fermés, étudiants ou ceux qui travaillent naturellement, la défiance, ce confinement, ce port du masque, ça dure depuis 1 an. Donc de plus en plus de gens sont, pour parler un petit peu vulgairement, mal dans leur peau en ce mois de mars et avril 2021. Vous le constatez dans votre cabinet, là où vous consultez, vous aussi? Oui, complètement. On a un afflux massif de nouveaux patients, de plus en plus jeunes, des nouveaux créneaux qui s'ouvrent et qui se remplissent tout aussi vite. Vous savez, vous le dites pas grossièrement, vous avez raison, hein, on est mal dans notre peau, on a de plus en plus de mal à gérer nos émotions. Il y a 1 an, on était animé par la peur, c'est ce qui nous permettait d'être vigilants, et puis la peur a un peu cédé à la colère. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, je trouve, c'est qu'on est plus dans la frustration et la résignation, quoi. Et c'est un vrai risque, ça a des vraies conséquences pour la santé physique et la santé mentale. Quand on est confronté de manière répétée à des situations sans pouvoir agir, eh ben, ça entraîne un comportement passif. On a l'impression qu'on n'est plus apte à résoudre les problèmes quand ils se présentent. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'impuissance acquise. C'est à force de situations qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne comprend plus, on se sidère, on se résigne. Et c'est comme ça qu'on glisse lentement vers des phases anxieuses et puis plus tard vers des épisodes dépressifs dont il est parfois difficile de se relever. Et ces grosses dépressions psychologiques, par définition, ce gros mal-être en général, gagne aussi, et les médecins ici ne pourront pas dire le contraire, une très grande partie dans ce pays du personnel hospitalier. Dans beaucoup d'hôpitaux, et notamment dans l'hôpital Saint-Joseph à Paris, ont été créées des salles de repos avec fauteuils massants pour que les soignants puissent récupérer d'une fatigue extrême. Vous le confirmez, ça aussi? Alors moi je trouve que je trouve que tout ce qui va être en place pour nous réconforter, pour nous apporter une forme de plaisir, il faut pouvoir le faire, quoi. Là, la stratégie, elle est plus individuelle que globale. On voit bien qu'on a du mal à trouver dans notre quotidien les conditions de notre bonheur. Une des stratégies qui peut être mise en place individuellement, c'est de se créer soi-même les conditions de ses propres sources de plaisir. Pour certains, ça va être de se faire masser, pour d'autres de changer un petit peu leur alimentation vers une alimentation plus réconfortante. Pour d'autres, ça va être encore une fois créer du lien tout en respectant les gestes barrières. On ne dit pas le contraire, quoi. Mais là, il va falloir que chacun puisse créer soi-même les conditions de son propre bonheur pour essayer de tenir un petit peu dans le temps. Merci infiniment, Johanna Rosenblum, d'avoir été avec nous en direct en ce samedi après-midi. On va prendre tout de suite la direction du Nord, Marcq-en-Barœul, très exactement, c'est la banlieue lilloise. Et c'est là que nous attend Damien Deparnay. Vous êtes dans un vaccinodrome avec un invité, Damien. Oui, absolument Thierry. Une fois n'est pas coutume, ici à Marcq-en-Barœul, c'est dans un hippodrome que s'est installé ce grand centre de vaccination pendant tout le week-end. Vous le voyez, il y a de nombreuses personnes qui viennent pour se faire
vaccinés aujourd'hui. Et effectivement, nous sommes avec Laurent Delemaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de ce centre de vaccination et directeur pour le groupe Ramsay de la clinique du Bois. Expliquez-nous déjà comment ça s'organise ce centre de vaccination ici à Marc-en-Barœul. Fort de l'expérience que le groupe Ramsay a sur la métropole avec le Bois et la clinique de Villeneuve-d'Ascq, nous avons pris contact avec la mairie et l'ARS et nous sommes mis d'accord à mercredi pour mettre en place ce centre de vaccination ce week-end qui verra passer à peu près 1500 personnes. Alors pour justement vacciner 1500 personnes, il faut une organisation bien rodée. Comment ça se déroule très concrètement? Expliquez-nous un peu. Alors il faut une organisation redoutable avec des personnes qui vérifient l'inscription sur Doctolib, puis des personnes qui enregistrent ces mêmes personnes avec leur numéro de sécurité sociale. Et enfin, ces personnes attendent le médecin qui va leur faire une consultation vaccinale pour valider l'étape d'après, qui va être l'étape de vaccination par du personnel soignant. Et enfin, attendre pendant 15 minutes le temps que les personnes puissent avoir leur attestation CIVAC. Ça mobilise sur le week-end à peu près une centaine de professionnels de santé et également des administratifs qui sont là au quotidien. Qui peut venir se faire vacciner et quel est le vaccin que vous utilisez ici? Alors, le vaccin qui est utilisé ici, c'est le Moderna. Donc c'est toutes les personnes de plus de 75 ans ou toutes les personnes de plus de 18 ans avec des comorbidités validées par leur médecin traitant. Est-ce que les patients qui se présentent ici vous font part de certaines inquiétudes avec notamment la polémique qu'on a pu vivre au cours de la semaine avec l'AstraZeneca? Est-ce que vous ressentez ça chez les patients? Aujourd'hui, la vaccination au démarrage au début janvier a été compliquée. Les gens avaient peur de se faire vacciner. Maintenant, tout le monde veut se faire vacciner. C'est sûr qu'il y a eu des stupéfactions cette semaine sur l'Astra, mais qui est reparti. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde vient. Il n'y a pas de problème que ce soit sur le Pfizer ou le Moderna. Effectivement, on vous confirme que depuis tout à l'heure, les Marcois et les habitants des communes aux alentours sont nombreux à se présenter ici à l'hippodrome de Marc-en-Barœul pour se faire vacciner. Et ça va durer pendant tout le week-end. Merci Damien. Dans le département du Nord, avec Pierre Rumez, rebondissant, professeur Chasse, justement sur l'AstraZeneca, j'ai retrouvé un papier de La Croix du 6 mars dernier où vous disiez très exactement ceci, que le vaccin AstraZeneca a été décrié très injustement. Des études montrent qu'il est aussi efficace que Pfizer. Encore faut-il qu'on puisse ne plus en douter maintenant. Écoutez, ce qui avait été montré par les essais cliniques de ce vaccin qui ont été réalisés très précocement, dès le début de l'épidémie, on a eu des recherches qui ont conduit à la mise au point de ce vaccin. Les essais cliniques ont commencé au début de l'été dernier. Et on a eu donc des résultats très prometteurs dès la fin de l'été. Donc ces essais étaient très encourageants. Mais ce qui est encore plus encourageant, c'est de voir comment ce vaccin se comporte dans la vraie vie. 12 millions de Britanniques ont été vaccinés avec de l'AstraZeneca. 12 millions, environ 50% de la population des vaccinés en Grande-Bretagne. Eh bien, les résultats d'efficacité, de protection contre la Covid sont supérieurs avec le vaccin AstraZeneca par rapport au vaccin Pfizer. On a de meilleurs résultats. Et sur la pharmacovigilance française, c'est-à-dire l'évaluation des effets indésirables, on a eu, grâce aux 6 centres régionaux de pharmacovigilance qui sont mobilisés sur l'étude des effets indésirables de ces 3 vaccins, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, on a eu hier les résultats qui vont jusqu'au 11 mars. Il y a quelques jours de délai supplémentaire pour l'étude des dossiers médicaux. Eh bien, là encore, l'AstraZeneca est de meilleure qualité en termes d'effets indésirables par rapport aux 2 autres. La seule chose que l'on doive noter, c'est que l'effet réactogène du vaccin, c'est-à-dire l'état grippal qui est souvent décrit, est plus important chez les jeunes qu'il ne l'est chez les personnes plus âgées. C'est la raison pour laquelle la Haute Autorité de Santé, l'Europe en réalité, avait dit une bêtise il y a 2 mois en disant on va réserver l'AstraZeneca aux jeunes et en priver les plus âgés. Et aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, en quelque sorte, a retourné sa veste pour dire qu'il vaut mieux que les plus jeunes soient vaccinés avec le Pfizer et les plus âgés avec l'AstraZeneca. Pourquoi? Mieux toléré et plus efficace en termes de couverture à l'égard de la maladie. Merci, professeur Chaste. Merci à vous aussi, Anne-Laure Blin, de vous être déplacée. Yves Buisson va rester avec nous, avec Jean-François Mbaye. Merci infiniment. Et puis, on vous retrouve dans quelques secondes. Merci, à tout de suite.